gel des vignobles, une crise de plus. Elle témoigne d'une vie de vigneronne chez Grasset. L'historienne du vin et critique au monde Laure Gasparotto a quitté Paris pour les coteaux du Larzac. Changé de vie, un parcours semé d'embûches, mais aussi un rêve dont elle revient à peine, au sens propre comme au sens figuré, car l'aventure s'est arrêtée. Elle nous retrouvera ici autour de la grande table à partir de 12h55. Mais d'abord, c'est la force des grands paysages, d'être fidèles à leur réputation, disent-ils. Patagonie, dernier refuge. Chez Stock, les écrivains voyageurs Éric Faye et Christian Garcin, nos invités ce midi, racontent l'Argentine, le Chili, le détroit de Magellan qu'ils ont parcouru. Ils racontent aussi Borges, Butch Cassidy, un refuge littéraire. On y vient tout de suite avec nos deux écrivains voyageurs autour de cette grande table jusqu'à 12h30, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Un voyage à deux et un récit à quatre mains, comme on dit. Bonjour Éric Faye. Bonjour. Et bonjour à Christian Garcin qui est avec nous à distance. Bonjour Christian. On m'a dit qu'il y aurait un petit décalage, mais là c'est le gros décalage horaire. Bonjour. Bonjour Christian Garcin. Ça m'a un peu surprise, je dois vous dire à tous les deux, Éric Faye et Christian Garcin, on ne sait pas qui écrit en vous lisant. Il n'y a pas de chapitre signé Éric Faye et d'autres Christian Garcin. Le plus souvent, vous dites « nous ». Nous avons vu, nous avons été, nous avons mangé. Ou parfois, j'ai ressenti, j'ai toujours aimé, sans qu'on sache qui parle, qui est ce jeu. Vous êtes un seul et même homme en voyage, Éric Faye. Un seul et même écrivain, alors peut-être, surtout. Peut-être pas. Disons que dans les collaborations avec Christian, nous en sommes à notre troisième livre commun vers des confins, comme le Tibet, la Sibérie orientale et maintenant la Patagonie. Nous créons une sorte de supranarrateur dans lequel nous mettons en commun nos deux mémoires, nos ressentis. Alors chacun a ses compétences, c'est d'écrire ceci ou cela, ou s'intéresse à telle ou telle chose. Mais souvent, nous faisons l'un et l'autre des livres séparément, où il est question du fameux jeu dont on parle tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il est agréable quand on est écrivain de mettre l'ego de côté. C'est déjà une des vertus du voyage, d'oublier un peu l'ego. Et si on peut l'oublier aussi quand on écrit, mais c'est merveilleux. Mettre l'ego de côté, ce que disait aussi très joliment l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Aussi, pour pouvoir regarder, il faut savoir sortir de soi. C'est une des particularités peut-être de cette écriture du voyage. Mais du coup, vous partagez votre ressenti, vos émotions, ces choses vues, ce que vous évoquiez, Éric Faye, sur le terrain, au moment où vous y êtes, ou plus tard, quand vous cherchez à reconstituer ce voyage pour l'écriture ? Bien entendu, chacun prend des notes le soir dans la chambre d'hôtel et on échange, on regarde nos photos, on voit en dînant ensemble ce que l'autre n'a peut-être pas vu ou n'a pas vraiment exploité dans ses notes. Et on s'aperçoit qu'on ne fait pas exactement le même voyage l'un et l'autre, même si on est toujours ensemble au fil des kilomètres. Et c'est ça qui fait la richesse des livres que nous faisons ensemble, c'est de mêler en même temps deux points de vue. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des redites, que c'est simplement ce livre fonctionne un peu comme des vagues, où l'un revient sur ce que l'autre a dit, mais va l'aborder de façon très différente. Parce que c'est l'expression des nuances, dans les ressentis. J'ai toujours aimé, néanmoins, tremper dans des atmosphères, dans des paysages, soit en passant un après-midi entier à une terrasse de café. Ce fut le cas pendant ce voyage à Colonia, en Uruguay, soit en m'asseyant à l'ombre d'un arbre ou sur un banc, en attendant. En attendant quoi ? D'être imprégné, en attendant d'avoir, comme une éponge, absorbé ce qui m'entourait jusque dans les moindres détails, couleurs, clameurs, senteurs. Il faut dans ces moments-là rompre les amarres qui nous rattachent à une vie, s'abandonner à un climat, lui faire de la place. Et voilà bien ce que j'attends face au Perito Moreno, ce glacier argentin, qu'il imprègne ma mémoire de façon que, dans mes souvenirs, il ne recule jamais. On ne saura pas qui est ce jeu, c'est donc le supranarrateur qui parle, ce
celui de ses émotions partagées. Borges, néanmoins, Christian Garcin. Borges, c'est surtout vous, n'est-ce pas? Vous l'avez traduit, vous l'avez beaucoup lu. La partie Borges, cette tentative de retrouvailles avec lui, de marcher sur ses pas à Buenos Aires, c'est vous qui avez été moteur dans cette quête? Oui, c'était une. Enfin, Eric partageait la même désir que moi, mais c'est vrai que c'est une idée que j'avais de mon côté. J'ai même écrit un livre sur Borges. Donc, effectivement, aller à Buenos Aires, c'est passer suffisamment de temps pour tenter de retrouver les traces de cet écrivain qui a été si important pour moi dans mon cheminement littéraire. Esthétique même, c'était quelque chose à quoi je tenais. D'ailleurs, je crois que nous sommes, dès le lendemain matin de notre arrivée à Buenos Aires, c'est encore un peu cotonneux par le décalage horaire et un peu fatigué du voyage, nous avons tout de suite parcouru, non pas la ville, parce qu'elle est quand même assez immense, elle fait 3 fois Paris quand même, enfin 3 fois l'agglomération parisienne, mais le petit quartier dans lequel nous nous trouvions et où Borges avait vécu les dernières années de sa vie et avait notamment, enfin, avait aussi grandi à un endroit, puis il y a aussi le musée Borges, etc., dont il faut dire pour tous ces lieux-là que nous avons été remarquablement bredouilles, c'est-à-dire qu'on n'avait rien vu. Et tout était soit fermé, soit en restauration. Bref, Borges nous a échappé avec la malice dont il est coutumier. Mais c'était une belle promenade dans Buenos Aires. Mais oui, c'est un échec et ça arrive. Ça fait partie du voyage aussi, que tous ces imaginaires qu'on projette ne se concrétisent pas forcément précisément. On était rentré dans un labyrinthe borghésien et j'étais passé à Buenos Aires quelques années plus tôt. Le café Richemond était en travaux. Je me suis dit, cette fois, ça va marcher. Et il était toujours fermé, inaccessible. Alors, vous ne l'avez pas trouvé. Alors, le voilà dans les mots de ce poème éponyme, Buenos Aires, qu'il consacre à sa ville, lu par Jean Dève en 1977, devant son auteur, qui apporte quelques précisions. Une fraîcheur de limonier et de jasmin. Et puis tu fus Palerme et ses mythes, ma ville. Je te sentais au laconisme des couteaux, dans des mémoires de cartes et de tango, dans la main en faux or, du heurtoir inutile, baguet. Et puis je t'ai cherché en une cour de ton sud, au verse-poteau d'eau l'ombre extrême. Oui, le sud, c'est la vieille ville de Buenos Aires. C'est un beau poème, j'avais tout à fait oublié, où la traduction l'a amélioré, ou l'a sauvé. Hein? Qui a traduit cela? C'est Roger Coyer, je pense. C'est Ibarra. Ibarra, bien. Traduit très bien aussi. C'est un ami, un très grand ami à moi. Ce sont mes 2 traducteurs. Tous les 2 sont bons. Et tous 2 ont amélioré les textes. J'aime bien mieux la traduction que le texte. Aujourd'hui, tu n'es plus qu'en moi-même, que moi. Tu n'es plus rien, sinon mon vague sort. Tu n'es plus que ces choses-là qu'est à la mort. C'est un poème assez mélancolique. Je me sentais un peu triste quand j'écris tout cela. Je le trouve assez beau et assez vague aussi. Ça parle quand même d'une ville qui vous est chère. Oui, j'aime beaucoup Buenos Aires. Peut-être que je l'aime plus parce que c'est une ville laide, une ville qui n'a rien à montrer. Quand des étrangers arrivent à Buenos Aires, on veut leur montrer quelque chose, il n'y a rien à montrer. C'est ce que we lived in, comme on dit en anglais, non? C'est une ville que l'on doit vivre. Ce n'est pas un spectacle, il n'y a rien de spectaculaire. Alors si je vous demande à tous les deux qui ou qu'est-ce qui a décidé de ce voyage de Buenos Aires à la Patagonie, vous répondez Borges, Éric Fay. Ça a été le point de départ de ce voyage-là? Borges entre autres, Butch Cassidy, le besoin récurrent d'aller dans les immensités. Ces immensités que nous avions déjà arpentées en Sibérie orientale, sur le plateau tibétain qui est pratiquement vide d'hommes. Nous l'avons retrouvé beaucoup plus au sud, jusqu'à la pointe du continent. Et nous avons appelé le livre « Dernier refuge » parce que nous avons fait un peu le chemin de ces pauvres peuplades indiennes patagones qui ont été progressivement poussées vers les zones les plus inhospitalières de la Patagonie, vers les îles où ne pousse pratiquement rien, poussées par d'autres Indiens qui les chassaient, qui étaient en guerre contre eux. Et ensuite sont arrivés les Blancs qui ont cherché eux aussi des zones de refuge pour
des migrants, qui travaillaient dans les mines, qui travaillaient dans l'élevage. Voilà. Oui, vous l'écrivez, l'histoire de la Patagonie est souvent sombre et tragique. On s'y cache, on y est caché, on s'y exile, on y est exilé, on y fuit, on se fait oublier. C'est un bout du monde, un endroit idéal pour les parias de tout genre aussi. Vous racontez l'un et l'autre également. Il nous était déjà arrivé d'éprouver à peu près la même sensation en descendant vers leur embouchure dans l'Arctique, 2 grands fleuves sibériens, la Lena en 2010, puis l'Ienisseï 2 ans plus tard. Il nous arrivait alors le soir de nous installer à la proue du navire, comme pour être le plus près possible de ce bout du monde vers lequel nous nous dirigions. L'horizon mystérieux qui, à l'approche du pôle, semblait se tordre. 10 ans plus tard, c'était vers d'autres bouts du monde, plein sud cette fois, que nous naviguions. 2 écrivains du bout du monde avec nous jusqu'à 12h30, Éric Faye et Christian Garcin. Ensemble, vous l'avez évoqué, Éric Faye, vous avez déjà fait le récit de vos voyages en Sibérie orientale et au Tibet, dans 2 livres, en descendant les fleuves, un carnet de l'extrême-orient russe, puis dans les pas d'Alexandra David-Néel, du Tibet au Yunnan. Un mot de cette femme, Alexandra David-Néel, grande exploratrice et auteure d'une 40aine de livres. Elle s'est rendue une première fois au Tibet en 1916, entrera à Lhasa en 1924, se convertira au bouddhisme. Christian Garcin, c'est aussi une source d'inspiration pour vous dans sa manière à elle de voyager, dans sa manière à elle aussi de raconter ses voyages. Sa manière de raconter les voyages. Alors attendez, d'abord il faut que je précise que j'entends très mal et qu'il se peut qu'il y ait des mots qui m'aient échappé dans votre question. Mais on parle d'Alexandra David-Néel, si je ne me trompe pas. Oui, sa manière d'envisager le voyage n'a rien à voir avec la nôtre. Elle, le voyage était intégralement sa vie. Le voyage vers des contrées extrême-orientales, et puis à la recherche des sagesses bouddhistes qu'elle avait étudiées de près, sur lesquelles elle a écrit, et ayant même appris le tibétain, et qui ont investi et marqué et imprégné l'intégralité de sa vie. Mais ce portrait, cette femme absolument incroyable tout de même, qui est morte ici. Là, je vous parle, je me trouve dans un village des Alpes où je passe la moitié du temps, à quelques kilomètres de l'endroit où elle est morte, à Digne, où se trouve sa fondation, enfin son musée. Cette femme qui est morte à 99 ans, ou à 101 ans d'ailleurs, non 101 ans je crois, Eric me corrigera parce qu'il la connaît encore mieux que moi. 101, c'est bien ça, voilà. Et qui avait demandé l'année précédant sa mort de faire refaire son passeport au cas où elle se rende dans un projet qu'elle avait d'aller voir des amis en Russie et en Ukraine, elle partira en 4 chevaux. Cette femme qui, à 77 ans, fuyait les bombardements japonais à dos de mule en Chine et qui, à 56 ans, a fait ce voyage incroyable vers Lhasa à pied, à partir de Yunnan, en franchissant des cols, des montagnes, des glaciers, des torrents, des fleuves, déguisés en mendiante tibétaine. Bon, c'est une vie qui, évidemment, est assez loin de celle que nous avons, nous. Mais ce rapport à comment dire, à une espèce ce rapport à l'immensité, ce rapport à la pensée orientale, c'est quelque chose qui, personnellement, m'anime aussi, qui anime certains de mes textes. Et c'est vrai que le fait de partir sur ces traces, dans ces pas, pendant ces 2 voyages que nous avons faits, car il y en a eu 2 en fait, qui ont donné un seul livre, c'était une expérience commune et assez enthousiasmante pour l'un et l'autre. Je crois que je peux parler pour Éric là. Et d'ailleurs, il nous est déjà arrivé d'envisager de retourner un petit peu dans ces quartiers là-bas, vers le Tibet et l'est de la Chine, l'ouest de la Chine. Éric Faye. Oui, juste pour faire le lien avec notre façon de travailler, Alexandra David-Néel a écrit plusieurs livres à 2, à 4 mains, avec son fils adoptif, qui était un Tibétain du Sikkim, Afour Yangdem. Et je repense à eux, souvent, ils ont écrit des romans, mais aussi des essais ensemble. Dans leur façon de travailler, je repense souvent à eux quand nous écrivons ensemble, nos récits au long cours. Mais j'avais une question, Éric Faye. Est-ce que pour vous, du coup, aujourd'hui, l'écriture est inséparable du voyage? Est-ce qu'elle est son prolongement? Est-ce que vous ne voyagez plus sans écrire? J'ai voyagé bien avant d'écrire. J'ai écrit longtemps sans puiser dans les voyages. Il y a une intensité de ressenti. Il y a une ouverture de l'esprit à 100% de l'écrivain quand il est en voyage qui nourrit l'écriture. J'ai l'impression que ça a été pour moi une deuxième naissance quand en 2005 j'ai écrit Mes trains de nuit,
quand je commençais à m'essouffler. C'est une nourriture, ou plutôt un carburant pour porter le style, pour aller plus loin dans sa propre quête littéraire. C'est pour moi crucial, mais ça n'occupe pas la totalité de mon travail littéraire. J'écris des nouvelles sur la vie quotidienne, des nouvelles absurdes ou fantastiques qui peuvent se passer n'importe où. Mais effectivement, depuis une petite quinzaine d'années, et je crois que Christian, son itinéraire chinois, m'avait beaucoup éclairé, m'avait ouvert des horizons. Je m'étais dit, mais on peut être très libre dans sa façon d'écrire, on peut aller beaucoup plus loin. Ça m'a ouvert des champs nouveaux. Itinéraire chinois pour Christian Garcin, que l'on retrouve dans son dernier roman, le bon, la brute et le renard, qui va des États-Unis à la Chine en passant par Marseille, ce road trip qu'il a signé chez Actes Sud de mémoire à la rentrée dernière. Éric Faye, on va quand même revenir sur ce voyage avec vous. Mon doigt va vous suivre sur la carte qui figure dans le livre pour que vous nous racontiez les principales étapes de ce voyage. Vous allez descendre de Buenos Aires jusqu'à Puerto Williams, non loin d'Ushuaia, cette ville qu'on vous disait sans attrait, envahie de touristes, où font escale les paquebots qui descendent ensuite vers l'Antarctique, où vous ne vous arrêterez pas. Plus bas, donc le plus bas, c'était Puerto Williams avant de remonter, pied, voiture, avion, bateau, par tous les moyens de transport et de locomotion possibles. Vous nous refaites ce voyage? On le fait ensemble. Puerto Williams. Alors vous commencez à Buenos Aires d'abord. Alors, Buenos Aires, dont nous avons déjà bien parlé. L'Uruguay, qui a aussi un charme étrange, qui dégage quelque chose de... Souvent, je pense que quand on est en voyage, on reste au bord du mystère. Et ce sentiment-là, je l'ai intensément à Montevideo, en Uruguay. C'est un pays très attachant, mais qui n'a rien de prime abord d'attirant. Et ce mystère-là m'intrigue et a nourri beaucoup de grands écrivains uruguayens ou français qui ont touché à ce pays, comme Henri Calais, par exemple. Ensuite, nous avons... Montevideo est un songe. On y entre un soir par un estuaire fabuleux, le Rio de la Plata, où l'Atlantique, à coups de marée, tente de contenir les fleuves colossaux. Racontez-vous, écrivez-vous. On est à vol d'oiseau, pas très loin de Buenos Aires, entre Buenos Aires et Montevideo. Et ensuite, nous sommes... en avion, descendu jusqu'au contrefort des Andes et déjà en Patagonie. Et là, lorsque l'avion commence à se poser, on a l'impression d'être un de ces hélicoptères de la NASA qui commence à voler à la surface de Mars, planète rouge. Et à un moment, on se dit non, on doit être sur Terre puisqu'on voit un lac, le Lago Argentino, un des plus grands d'Argentine, dans lequel se jette le seul glacier peut-être de Patagonie, mais peut-être aussi du monde, qui ne recule pas. En ce moment, ça laisse un peu d'espoir. Ce gigantesque glacier avec un fronton de 70 mètres de haut qui plonge dans ce lac. Et de là, nous sommes remontés sur les traces de Butch Cassidy à la Leona, une auberge où ils auraient passé un mois. Puis, dans ce qui est maintenant la Mecque du trekking, au pied du majestueux Fitzroy, un des sommets magnifiques du sud des Andes. Et de là, nous sommes allés alors à Punta Arenas, la plus grande ville, la grande ville de plus de 100 000 habitants, la plus australe au monde. Et là, c'était un rêve de Christian et c'est devenu, pour moi, un rêve, en réalité, ça a été la croisière sur le canal de Beagle jusqu'à l'île Navarino, juste au sud de la Terre de Feu, de la partie argentine de la Terre de Feu et d'Ushuaia. Et Puerto Williams, donc, est le village le plus austral au monde. Et là, nous avons fait une rencontre qui a été pour moi l'apothéose de ce voyage, parce que c'était totalement inespéré. Nous avons rencontré Cristina Calderón, qui avait à l'époque 91 ans, qui est la dernière survivante de souche pure, j'entends, de l'ethnie des Yagán, un de ces 4 ou 5 peuples patagons qui ont été pourchassés, massacrés par les Blancs et par les maladies apportées par les Blancs. Et nous pensions qu'elle était morte depuis longtemps.
elle était là et nous l'avons rencontrée, nous avons parlé. Et vous espériez tellement pas la rencontrer que vous ne savez pas quoi lui dire à ce moment-là, vous l'avez simplement saluée. Se souvenir des terres quand les Indiens, les peuples autochtones y étaient chez eux. Il est décédé l'an dernier, l'écrivain explorateur Jean Raspail, que vous évoquez aussi, l'auteur du Camp des Saints. Ses romans portent principalement sur des personnages historiques et sur ses rencontres avec ces peuples autochtones. Il nous parle, lui, de sa rencontre avec la dernière des Onas. J'ai rencontré en 1951 la dernière des Onas qui vivait dans une petite baraque toute seule, près d'un lac, le lago Fagnano, que j'ai revu récemment, et où maintenant, figurez-vous qu'il y a un hôtel sur les bords du lac Fagnano avec un parking, un restaurant, etc. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout, la route n'y arrivait même pas, et cette dernière des Onas vivait là toute seule. La mission, qui était à 50 km de temps en temps, venait la visiter, etc., pour s'occuper un peu d'elle. Et je me rappelle, j'avais été très impressionné parce que elle ne pouvait plus parler sa propre langue avec qui que ce soit au monde. Alors ça, pour moi, c'était également une impression sidérale. L'incommunicabilité qui devient totale parce qu'on est le dernier ou la dernière à parler une langue et qu'on n'a plus d'interlocuteur. Non, c'est extraordinaire, ça. Bon, alors ça, ce sont les Onas. Et il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. C'est ça aussi l'extraordinaire du voyage. Extraordinaire. Ouais. Les Onas vivent en terre de feu et donc Raspail a eu la chance de voir la dernière et nous avons eu la chance de voir la dernière locutrice de la langue yagane qui... C'est étonnant, Dumézil parlait aussi déjà de ça, les langues qui meurent, c'est le summum de la solitude d'être le dernier à parler une langue. Et en même temps, on est un trésor vivant, un trésor national vivant. Oui, on s'en passerait bien quand même. Peut-être aussi, ça dit les évolutions de ce monde. Les langues meurent, et les hommes. Comme les espèces animales. La première fois, on est comme Freud, qui s'extasiait d'être réellement sur l'acropole. On a du mal à croire qu'on a franchi la frontière, qu'on est réellement entré dans l'image ou le film. Même si j'avais souvent vu ces 3 pics des Torres, ce petit lac vert, ou peut-être du fait même que je les avais souvent vus, j'étais proprement exaltée et ravie de me retrouver réellement là, dans la photo de mon enfance. Mais Freud, l'acropole, et son « ainsi cela existe réellement », Éric Fay, Christian Garcin, c'était les années 30, avant le tourisme de masse. Est-ce qu'il vous arrive d'être déçu ? C'est d'ailleurs la suite de cette phrase que je viens de lire. Malgré la dizaine de touristes à la place du renard solitaire que j'aurais, je l'avoue, préféré y trouver. Est-ce qu'il vous arrive d'être déçu et d'enjoliver dans vos récits pour faire rêver le lecteur, Christian Garcin ? Enjoliver, je pense pas alors, ou alors ça sûrement en être insu. Être déçu, sans plus, disons que on sait très bien ce qu'il en est du tourisme de masse, on sait très bien ce qu'il en est des territoires lointains qui sont de plus en plus pris d'assaut. Pour rester en Patagonie, par exemple, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2013. J'étais avec un ami qui, lui, était allé en 2008. Donc 5 ans, c'est pas énorme, mais entre 2008 et 2013, le changement qui s'était opéré, notamment à Puerto Natales, qui est la ville point de départ, si l'on veut, de l'entrée des randonnées dans le parc national des Torres del Paine. Les changements dans Puerto Natales étaient phénoménaux. C'est-à-dire qu'il y avait des trentenaires nord-américains partout avec des restaurants véganes et des boutiques de fringues pour la randonnée, ce qui n'était pas le cas juste 5 ans auparavant, où on avait l'impression d'être, enfin, paraît-il, puisque moi je n'y étais pas, c'était mon ami, d'être dans dans une petite ville du sud du Chili, et puis c'est tout. Et moi, y étant retourné, donc, cette fois-ci, 7 ans plus tard, oui, j'ai aussi vu des changements allant dans le même sens. Le summum étant à El Chaltén, nous étions non loin du Fitzroy, qui est une espèce d'auberge de jeunesse à l'échelle d'une petite ville. Donc effectivement, on sait très bien, ou lorsque nous étions dans le Yunnan il y a quelques années, où tout est conditionné par le tourisme de masse, et on sait très bien ce qu'il en est. Et ces lieux-là, on est forcé d'y passer, on essaie d'y rester le temps nécessaire, mais de ne pas trop s'y attarder et de retrouver des endroits plus conformes à ce qu'on attend. Il faut savoir qu'en Patagonie, la nature est immense. Inviolé est absolument magnifique. Vraiment, la grandeur du paysage patagon, en fait, du côté chilien en tout cas, avec ces hautes montagnes, ces lacs opalescents, ces fjords qui s'enfoncent dans la côte et qui créent un réseau inextricable d'îles, de promontoires,
de canaux, de chenaux. C'est absolument magnifique. Et ça, on ne l'enjolive pas. Je pense que nos récits... Non, c'est vrai, vous racontez aussi tout ça, autour d'El Chaltén aussi. Et idem pour Punta Arenas, devenu un attrape gringos. Je me souviens encore de cette formule d'un article du Monde retrouvé, signé en 94, déjà face au détroit de Magellan. Avant, c'était les marchands, les navires qui se ravitaillaient là, avant de filer vers Valparaiso, le Valparaiso de Sergio Larraín et de ses photos des années 50, du photographe chilien. Les temps ont changé depuis, en mieux ou en moins bien. Vous le dites, il reste quand même des refuges dans cette Patagonie, cette nature inviolée jusqu'ici que vous racontez l'un et l'autre dans ce livre. Pour finir avec vous, Éric Fay, et je signale aux auditeurs qu'en parallèle paraît Vos fenêtres sur le Japon, un livre document sur ce pays qui est peut-être la planète habitée la plus proche de la Terre, dites-vous, un pays d'une grande beauté, mais si difficile à saisir. Pour y parvenir, vous êtes passé par le cinéma, la littérature, à travers Tanizaki, Murakami, Kurosawa et tant d'autres, Koreeda, pour raconter ce pays. Mais pour finir, il va y avoir un prochain festival étonnant voyageur. Ce sera dans un mois à Saint-Malo, sans son créateur, l'écrivain Michel Lebris, que vous avez tous connu, décédé le 30 janvier dernier. Première édition sans lui, mais avec sa fille, Mélanie, une édition en ligne. J'aime bien ce mot étonnant dans le nom de ce festival, étonnant voyageur. Est-ce que l'étonnement reste à la source de toute rencontre dans le voyage, pour vous, Éric Fay, le moteur aussi de vos déplacements? J'ignore s'il existe des voyageurs étonnants, mais nous sommes des voyageurs étonnés. Tout le temps, si on est curieux ou on ne l'est pas, je crois, c'est une grande part innée. Et tant qu'il y a la curiosité, il y a la vie et l'envie de se colter au mystère du monde et d'essayer de le donner en mots. Et c'est ce qui engendre pour moi la littérature. C'est le fait de tourner autour de ce qui nous résiste et d'essayer de le traduire avec nos mots à nous. Merci pour ce livre et pour ce voyage imaginaire et littéraire. Patagonie, dernier refuge, Christian Garcin, Éric Fay, ça paraît chez Stock. Éric Fay, vos fenêtres sur le Japon viennent de paraître aux éditions Piquier. Bel après-midi à tous. Merci.